Vous êtes-vous déjà demandé comment, sans même y penser, vous pouvez prendre un verre d'eau ou vous lever d'une chaise? C'est tellement courant qu'on ne réfléchit presque jamais à l'incroyable machinerie qui rend cela possible. Exactement. C'est fascinant de voir comment le cerveau, les os, les muscles et tout le reste travaillent en parfaite synchronisation. Mais pouvons-nous décomposer ce processus pour mieux le comprendre? Comment le cerveau dit-il au corps « lève ce bras » ? Tout commence par une idée, une intention. Disons, je veux prendre ce verre. Cette idée prend naissance dans le cortex moteur du cerveau, une région cruciale pour planifier et exécuter les mouvements. Alors, le cortex moteur est comme le centre de contrôle? Celui qui dit « action ». En substance, oui. Le cortex moteur planifie le mouvement et envoie ensuite des signaux électriques à travers la moelle épinière, qui agit comme une sorte d'autoroute neuronale. Et comment ces signaux arrivent-ils aux muscles spécifiques dont j'ai besoin pour, disons, prendre le verre? C'est là qu'interviennent les neurones moteurs. Ces neurones, qui s'étendent de la moelle épinière aux muscles, sont chargés de transmettre directement le message. Imaginez-les comme des câbles électriques qui connectent le cerveau aux muscles. Je comprends. Mais que se passe-t-il lorsque le signal atteint le muscle? Comment ce signal électrique se traduit-il en mouvement physique? C'est une excellente question. Lorsque le signal électrique atteint la jonction neuromusculaire, il libère un neurotransmetteur appelé acétylcholine. Ce neurotransmetteur se lie au récepteur de la membrane de la cellule musculaire, déclenchant une cascade d'événements. Une cascade d'événements? Ça a l'air compliqué. Ça l'est, mais je vais essayer de simplifier. Cette union provoque la libération d'ions calcium à l'intérieur de la cellule musculaire. Le calcium, à son tour, interagit avec des protéines contractiles appelées actine et myosine. Actine et myosine? Sont-ce les acteurs principaux de la contraction musculaire? Précisément. Ces protéines glissent l'une sur l'autre, raccourcissant la longueur de la cellule musculaire et générant la contraction. C'est comme tirer sur une corde, l'actine et la myosine sont les mains qui tirent, et la corde est la cellule musculaire. Waouh! Donc, le cerveau envoie le signal arrive au muscle, le calcium entre en action, l'actine et la myosine glissent, et le muscle se contracte. Mais quel rôle jouent les os dans tout cela? Les os sont le support structurel du corps, le squelette sur lequel les muscles agissent. Les muscles sont attachés aux os par des tendons qui sont des bandes de tissu conjonctif très résistantes. Donc, quand le muscle se contracte, il tire sur le tendon, et le tendon tire sur l'os. C'est bien ça? Correct. Et le mouvement résultant dépend de plusieurs facteurs comme la force de la contraction musculaire, l'angle de l'articulation et l'action d'autres muscles qui peuvent agir comme antagonistes ou synergistes. Antagonistes et synergistes? Qu'est-ce que ça veut dire? Les muscles antagonistes ou ceux qui s'opposent au mouvement principal. Par exemple, lorsque vous contractez votre biceps pour soulever un poids, le triceps qui se trouve à l'arrière du bras agit comme un antagoniste, contrôlant le mouvement et empêchant le bras de se plier trop rapidement. Ah, je comprends. C'est comme un système de frein et d'accélérateur. Exactement. Et les muscles synergistes sont ceux qui aident le muscle principal à effectuer le mouvement plus efficacement. Ils peuvent stabiliser les articulations ou aider à contrôler la direction du mouvement. Incroyable! Donc, ce n'est pas seulement un muscle qui travaille, mais toute une équipe. Mais, comment le cerveau sait-il exactement quelle force appliquer pour effectuer un mouvement spécifique? Par exemple, je n'utilise pas la même force pour soulever une plume que pour soulever un poids. Le cerveau dispose d'un système de rétroaction constant qui lui permet d'ajuster la force de la contraction musculaire. Les récepteurs sensoriels dans les muscles, les tendons et les articulations envoient des informations au cerveau sur la position du corps, la tension musculaire et la vitesse du mouvement. Donc, le cerveau reçoit constamment des informations du corps et ajuste les signaux qu'il envoie? Précisément. C'est comme un circuit fermé. Le cerveau envoie un signal, le corps répond, et le cerveau reçoit une rétroaction pour ajuster le signal suivant. Ce processus continu nous permet de réaliser des mouvements doux, précis et coordonnés. Cela explique pourquoi, lorsque nous apprenons une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument de musique ou pratiquer un sport, au début nous nous sentons maladroits et incertains, mais avec la pratique, nos mouvements deviennent plus fluides et naturels. Exact. La pratique constante renforce les connexions neuronales entre le cerveau et les muscles, améliorant la coordination et l'efficacité du mouvement. C'est ce que nous appelons l'apprentissage moteur. Quel est fascinant! Alors, que se passe-t-il quand il y a un problème dans ce système? Que arrive-t-il quand il y a une blessure au cerveau, à la moelle épinière ou aux muscles? Selon l'emplacement et la gravité de la blessure, il peut y avoir une variété de problèmes, allant de la faiblesse musculaire et du manque de coordination à la paralysie complète. Les lésions cérébrales, comme les accidents vasculaires cérébraux, peuvent endommager le cortex moteur ou les voies qui relient le cerveau à la moelle épinière.
Et qu'en est-il des maladies comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson? Comment affecte-t-elle le mouvement? La sclérose en plaques endommage la myéline, la couche protectrice qui entoure les fibres nerveuses, interrompant la transmission des signaux électriques dans le cerveau et la moelle épinière. Cela peut causer une variété de symptômes, y compris la faiblesse musculaire, la spasticité, le manque de coordination et la fatigue. La maladie de Parkinson affecte les cellules nerveuses dans une région du cerveau appelée substance noire, qui produit de la dopamine, un neurotransmetteur important pour le contrôle du mouvement. La perte de dopamine entraîne des tremblements, une rigidité, un ralentissement des mouvements et des problèmes d'équilibre. Quelle dévastation! Mais existe-t-il des traitements disponibles pour ces affections? Oui, il existe une variété de traitements disponibles selon l'affection spécifique. La physiothérapie et l'ergothérapie peuvent aider à améliorer la force musculaire, la coordination et la mobilité. Les médicaments peuvent aider à contrôler les symptômes de certaines maladies, comme la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Et dans certains cas, la chirurgie peut être une option. C'est incroyable de voir comment la médecine a progressé pour aider les personnes ayant des problèmes de mouvement. Mais pour revenir à l'essentiel, y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire dans notre vie quotidienne pour maintenir notre système moteur en bonne forme? Absolument. L'exercice régulier est essentiel pour maintenir la force musculaire, la flexibilité et la coordination. Une alimentation saine, riche en protéines, en vitamines et en minéraux est également importante pour la santé des muscles et des nerfs. Des conseils spécifiques? Essayez d'intégrer des exercices de force, comme la musculation ou l'entraînement au poids du corps, dans votre routine d'exercice. Il est également important de faire des exercices de flexibilité, comme des étirements ou du yoga, pour maintenir la souplesse des articulations et prévenir les blessures. Excellent conseil! Et je suppose qu'il est également important d'écouter son corps et de se reposer lorsque c'est nécessaire. Sans aucun doute. Le surentraînement peut entraîner des blessures et de la fatigue, ce qui peut nuire au mouvement. Assurez-vous de dormir suffisamment et de prendre des pauses régulières pendant la journée pour permettre à vos muscles de récupérer. Donc, en résumé, le mouvement est un processus incroyablement complexe qui implique le cerveau, les nerfs, les muscles, les os et les tendons, travaillant ensemble en parfaite harmonie. C'est exact. Et comprendre comment fonctionne ce système nous aide à apprécier l'incroyable capacité de notre corps et à prendre des mesures pour le maintenir en bonne forme. De la planification dans les cortex moteurs à la libération d'acétylcholine et au glissement de l'actine et de la myosine, chaque étape est cruciale pour que nous puissions effectuer même les mouvements les plus simples. Et grâce à la rétroaction constante et à l'apprentissage moteur, nous pouvons améliorer notre coordination et notre efficacité avec la pratique. Exactement. Alors la prochaine fois que vous lèverez un verre d'eau ou que vous partirez courir, prenez un moment pour apprécier l'incroyable machinerie qui rend cela possible. Sans aucun doute. Maintenant que nous avons exploré en profondeur comment le cerveau, les os et les muscles travaillent ensemble pour créer le mouvement, que diriez-vous d'encourager nos auditeurs à participer? J'adore ça. Explorateurs, si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur le monde fascinant du mouvement humain, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et utile. De plus, nous serions ravis de lire vos commentaires. Qu'avez-vous pensé de la vidéo? Quels autres sujets aimeriez-vous que nous explorions? Vos commentaires sont très importants pour nous. Ils nous aident à créer du contenu qui vous intéresse vraiment. N'hésitez donc pas à partager vos idées et vos questions. Et enfin, mais non des moindres, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient être intéressés à en apprendre davantage sur le corps humain et le mouvement. Aidez-nous à diffuser les connaissances. Explorateurs, à bientôt dans la prochaine vidéo.